va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, la population est telle qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation des mêmes groupes économiques financiers puissants, ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de me parler loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où, vous le savez vous-même. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Permettez-moi de me parler loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où, vous le savez vous-même. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire, et c'est la pensée du jour qu'on récite chez moi. L'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux. Pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là et nous demandons à ce qu'on nous aide. Nous avons des hommes qui veulent travailler.
Parce qu'il est nécessaire pour eux, pour leur existence, pour leur vie, et même peut-être survie, de travailler. Mais il faut qu'on nous aide. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous ne sommes pas une sorte de mère morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci pour conclure? Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec le comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé
aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Le fin qui a été versé, on parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais.